Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Bruno Kelly, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans notre podcast Stay Wild, Keep Reading. Je suis très fier d'être là. Ouais, et puis moi je suis fan de votre poésie depuis le début. Merci beaucoup. Et que j'ai découverte dans des formats de 3 minutes à travers vos chansons. Et là c'est un vrai bonheur parce que depuis maintenant, je pense au moins 1 an, vous nous faites le plaisir d'être passé à l'écriture de romans. Ouais. Et on peut entendre votre voix beaucoup plus longtemps. C'est beau, c'est gentil, ça. Et ça, c'est super touchant et c'est des très beaux moments de lecture. Alors justement, dans Stay Wild Keep Reading, on a une question qui est toujours la question un peu rituelle. C'est Bruno, quel lecteur êtes-vous ? Je suis un lecteur désordonné. Je suis un lecteur... j'adore toucher les livres. Donc je vais parfois dans des librairies, souvent même caresser des livres. Et je rentre souvent à la maison avec des livres que je ne connais pas. Et en même temps, je démarre beaucoup de livres à la fois. Donc si je suis chez moi, à côté de Perpignan, j'ai mes livres là-bas que je lis. À Paris, j'en lis d'autres, dans le train ou dans l'avion. Je me promène et j'aime bien démarrer plein d'histoires à la fois, en fait. Donc je suis comme ça en lecture, ouais. Alors c'est très beau ce que vous dites sur ce rapport sensoriel et presque sensuel à l'objet livre. Oh, c'est tellement beau, important. Vous avez réussi dans le livre à faire quelque chose qu'on a complètement raté dans la musique. Le passage à la dématérialisation de l'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique, elle est gratuite, on la prend comme on veut et on l'écoute dans des mauvaises conditions, obligatoirement, parce que moi je sais, j'enregistre des choses et je vois tout ce qu'on perd en écoutant sur un téléphone ou sur un ordinateur, tout ça, c'est encore différent. Et pour moi, je vais revenir à tout ça, mais je suis très attaché aux photographes qui travaillent autour de la musique, aux vidéastes. Mais l'objet raconte quelque chose. Quand je sors un disque, en ce moment, je travaille depuis des années avec Yann Oran, photographe merveilleux. Et c'est une collaboration et je pense que c'est du 50-50. Ok, il y a la musique, mais il y a la moitié, c'est l'image et la photo et toute cette saveur tactile que peut offrir un photographe. Alors dans les livres, vous avez réussi ça. C'est une toute petite niche, les livres audio quelque part. Hein. Oui. Et les livres, les vrais livres, ceux qu'on caresse depuis Gutenberg, c'est troublant, c'est merveilleux. Les éditions, je me suis promené au Salon du Livre en regardant des éditeurs que je ne connaissais pas et j'étais parfois émerveillé parce qu'il y avait une couleur qui sortait, une saveur qui sortait des éditions qu'ils proposaient. Et alors les premiers livres que vous avez caressés peut-être dans l'enfance, c'est quoi les premières découvertes, les premiers auteurs qui vous ont parlé, Kelly ? Alors maintenant je lis beaucoup de littérature pour enfants parce que j'ai 4 enfants. Et je découvre, je vais revenir à ça, hein, mais je découvre il y a une dame avec qui j'adorerais travailler. En tout cas, j'aimerais la côtoyer, j'aimerais lui parler. Je ne la connais pas, c'est Marianne Barcillone. Ouais. Et tout ce qu'elle fait pour les enfants me touche absolument. Vous lisez à voix haute pour vos enfants ? Oui, je lis à voix haute. Et puis il y a ce côté troublant, par exemple, maintenant, ma petite poupée qui a 6 ans, lit beaucoup. C'est super. Alors ça. c'est parfois elle le soir qui me lit une histoire avant de s'endormir. Ouais. C'est assez troublant, hein, on vit ça. Et quand j'étais petit, je me souviens bien des oui-oui. Eh oui. Voilà, les oui-oui avec Potiron. Ouais. Et ce que je trouvais merveilleux, c'est que l'auteur a réussi à rendre un texte accessible et donc à donner confiance aux enfants. Ouais. C'est un vrai livre qu'on lit, oui. Et quand on arrive au bout, on dit « je peux lire un livre ». Je crois que c'est une bonne... C'est une jolie... et ça donne confiance, ouais.
Voilà, après, j'ai beaucoup lu les contes de Grimm. Passionnant, vraiment, parce que, encore une fois, je les ressors aujourd'hui à ma petite fille qui est très sensible et qui parfois se met à pleurer au milieu du conte, parce qu'évidemment, au milieu, ça se passe mal. Mais je lui dis, tu sais, on n'en est qu'au milieu et je suis sûr que ça va bien finir, quoi. La sensibilité, je pense qu'elle a de qui tenir. Je sais pas, mais elle est très, 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 très sensible. Et c'est troublant parce qu'elle s'attache aux mots, elle s'attache. Je parlais l'autre jour on lisait, il y a des éditions aussi magnifiques pour lire l'Odyssée d'Ulysse. Oui. Et j'ai lu l'Odyssée avec elle, qui est quelque chose de... C'est une histoire merveilleuse, mais souvent difficile d'accès pour les enfants. Hein, c'est quelque chose... Et là, je peux pas vous dire, je vous le redirai, on se reverra. Oui, je mettrai la référence pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et puis il y a des références bibliques aussi. Quand on parle aux enfants de l'arche de Noé. Et je racontais l'histoire de l'arche de Noé à ma petite, et puis elle me regarde, elle me dit, je lui dis, tu sais, c'est Noé et sa femme qui font rentrer des animaux, et toujours par couple, pour qu'ils puissent avoir des enfants et perpétuer. Et elle me dit, oui, et comment elle s'appelle sa femme? Alors j'ai fait des recherches, et j'ai cherché partout, et je n'ai pas trouvé, et j'ai trouvé ça terrible. C'est-à-dire que c'est Noé et la femme, quoi. Ouais. On en était déjà là. Mais c'est une belle histoire, et c'est vraiment très joli quand vous racontez ce partage avec vos enfants, parce que c'est vrai que la lecture, ça prend tout son sens aussi dans ces moments-là. Alors, dans Cavale, ça veut dire s'échapper, votre deuxième roman qui vient de paraître aux éditions du Cherche Midi. On se plonge dans votre adolescence. Oui. Il y a de la musique, il y a de Joe Strummer, il y a les filles. Oui. Est-ce que les livres étaient là aussi pour vous accompagner pendant l'adolescence, ou ils sont revenus plus tard? Oui, alors, ils sont arrivés... le vrai démarrage pour moi de la lecture est arrivé à ce moment-là, mais juste peut-être un peu plus tard. À peine. Mais juste là, non, c'était... Je veux dire, allez, 15 ans, quoi. Parce que avant, oui, je lisais des choses, mais j'étais assez perturbé par l'attitude de professeurs qui nous imposaient des livres. Ouais. Ça m'a toujours dérangé. Je suis en 4e et ma professeure de français, ou en 5e en tout cas, elle dit vous allez lire Les Misérables. Ouais. Merveilleux, Les Misérables. Mais je lui ai dit non. Je ne peux pas le lire. Mais moi, je peux pas lire, c'était pas, je n'ai pas le niveau pour le lire, c'était, je peux pas accepter qu'on m'oblige avec tous les livres qui existent au monde à lire un livre et à l'étudier toute une année. C'était déjà la rébellion. Punition. Ouais. Et la rébellion. La rébellion. Et elle m'a dit, ok, d'accord. Et sur le bulletin scolaire, elle a marqué aurait des aptitudes remarquables, mais demeure à un niveau d'inculture tout aussi remarquable. Je crois qu'elle m'a mis des bâtons dans les roues pour la suite. Ouais. Alors justement, on parlait de Cavale, ça veut dire s'échapper. Très beau livre qui vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'intention de ce livre et je pense que c'est un petit peu autobiographique. Oui. Donc voilà, pourquoi ce moment et qu'est-ce qui après l'enfance dont seuls les enfants savent aimer? Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Ça part du premier, c'est-à-dire que le premier, je n'avais pas prémédité. Quelques semaines, quelques jours avant le démarrage de l'écriture, je ne savais pas que j'allais écrire un livre. C'est vraiment une personne qui m'a demandé, qui m'a dit j'adore quand tu écris des livres, des chansons sur ton enfance, ouais. Et je voudrais en savoir plus long. Alors pour moi c'était ça, donc c'est aller plus loin, écrire plus longtemps. Ah, c'est joli ça, vous avez pris la balle au bon. Oui, ouais. Et c'était casser le format de 3-4 minutes d'une chanson, et en même temps, ce qui est très beau dans la chanson, c'est qu'on doit raconter en 3 minutes le monde ou son monde. Et une chanson réussie, c'est une chanson qui ouvre les portes à l'imaginaire de chacun. Donc c'est infini. En 3 minutes, on peut aller au bout du monde, quoi. Mais c'est à ce moment-là le lecteur qui est libre. Et peut-être l'auteur de la chanson qui est menotté par le format de 3 minutes. Mm-hmm. Et dans l'autre sens, un roman, on peut écrire beaucoup plus de choses. Donc l'auteur est beaucoup plus libre. Il n'y a pas de format. On peut écrire 100 pages, 200, 1000, peu importe. On peut aller dans tous les sens. On peut décrire ce qu'on veut aussi précisément que l'on veut ou pas. Donc le seul
On va dire le patron dans l'histoire, c'est l'imagination qui court, quoi. Et inversement, peut-être que le lecteur peut aller très loin aussi, mais il est beaucoup plus guidé. Il est plus dans un ruisseau, dans le chemin vers lequel on va le guider jusqu'à la fin de l'histoire. Donc voilà, et donc j'ai écrit le premier, j'ai 6 ans. Enfin, je me suis mis dans la peau de petit garçon de Bruno de 6 ans. C'est très autobiographique et en même temps, c'est un roman parce qu'on se souvient de quoi à 6 ans, pas grand-chose. J'ai ce souvenir précis de ma maman qui décède et puis surtout le jour de l'enterrement. Ça démarre comme ça, le livre. C'est très très beau. Et je suis enfermé dans une chambre noire, les volets entrouverts, je vois un cortège passer, la famille, les cousins, tout le monde. Et le livre, ce sont les 8 mois qui suivent tout ça et je parle à ma maman. Et ça, c'était pas prémédité. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais en train de parler à maman et je lui racontais les jours qu'elle n'avait pas vécu. Et je me mets dans la peau de 6 ans, donc l'écriture, c'est un petit garçon qui peut écrire ce qu'il veut, comme il veut. C'est sa vérité, donc c'est la vérité. Avec des phrases courtes, fraîches, pas enfantines, mais pures. On va dire, on enlève tous les sacs que la vie nous porte aujourd'hui à nos âges, à mon âge, c'est-à-dire que là, c'est la pureté. Il ne sait ni le mensonge, ni la trahison, ni la mort. Donc, quelque part, il est dans cette écriture, il foule la neige pour la première fois. Voilà. Et j'ai tellement aimé écrire ça, ça m'a tellement fait de bien, c'est très égoïste. J'ai tellement Non, parce que nous, on aimait beaucoup vous lire. Oui, mais j'ai eu tellement de bons retours que ça m'a permis d'avoir ce ressort qui s'est tendu un peu plus pour me propulser vers le deuxième, que j'ai rapidement écrit, et qui est l'orée de la vie, les 15 ans. La meute de camarades pour la vie, de frères, de sang. Un petit garçon, Alec, qui est avec moi dès le premier, qui a 6 ans, et qui est avec moi dans le second, qui a 15 ans. Et nous vivons cette période délicate. J'aurais pu appeler le livre « Une adolescence » que tout le monde vit. Le passage où on veut absolument rester un enfant encore, on freine des 2 pieds. Et en même temps, on est intrigué, on a envie de sauter à pieds joints dans la vie d'adulte. Donc des contradictions, des certitudes, des doutes, de passages. J'adorais me remettre dans cette situation où pendant 10 minutes, on touche le ciel, le soleil, et 10 minutes après, on est au fond des ténèbres. On frôle la mort chaque fois parce qu'on se dit c'est trop puissant, une séparation ou alors une rupture ou alors juste un chagrin amoureux parce qu'on n'ose pas dire à la personne qu'on aime qu'on l'aime. On écoute de la musique mais on est à 2 doigts de se jeter par la fenêtre tout le temps, quoi. Et c'est ce passage qui est douloureux. Je le vis avec des mômes là, avec les miens. Le grand vient de passer tout ça, mais je ne sais pas encore. Mais il y en a une qui est là-dedans. Et puis c'est très troublant parce que le corps change. On est parfois dégoûté par notre corps et étonné en tout cas par notre corps. Et les rapports avec les autres sont différents. Donc j'ai adoré écrire ça, oui. Et alors, je le disais au début, vraiment, on retrouve immédiatement votre voix, on l'entend dans ces romans. Et est-ce que vous l'avez trouvé tout de suite, ça, cette fluidité, cette poésie comme ça, qui nous accompagne page après page sans jamais déserter, parce qu'elle est vraiment là, partout. C'était l'évidence, c'est l'écriture pour... Comme je disais tout à l'heure, à 6 ans, j'avais cette écriture de môme de 6 ans, et à 15 ans, j'ai eu la chance d'agripper les voix que nous avions, mes amis et moi, à cette période-là. Et je crois qu'un livre, pour moi, ne se prémédite pas, encore une fois. On ne cherche pas la voix, ça nous tombe dessus. C'est-à-dire que les 3 premières pages, ou les 4, ou le premier chapitre, m'est arrivé d'un coup et je savais que c'était ça la direction, c'est-à-dire que c'est peut-être le plus dur, arriver en tout cas reconnaître la musique qui va définir le livre et les mots sont arrivés. Moi j'écris pas sur un ordinateur ou sur une machine à écrire, j'écris de ma main gauche au stylo sur des cahiers de brouillon et les mots sont arrivés et j'ai eu de suite la vision de ce personnage qui m'a donné envie quelque part de croire en quelque chose. C'est Joe Strummer au départ, c'est-à-dire que Joe Strummer, les Clash, un poster que j'avais chez moi, que j'ai toujours, qui m'accompagne et qui le regard de ce chanteur des Clash incroyable et surtout de cet homme, de cette humanité. Il regarde derrière la montagne, c'est le berger et il nous dit suivez-moi et vous allez voir, ça va être merveilleux. Et dès que j'ai commencé à parler à cet homme-là, je savais que le livre ce serait ça, quoi. Ouais.
Et on parle de Joe Strummer. Est-ce qu'il y a eu des auteurs qui vous ont fasciné ou dont vous avez lu tous les livres Oui. Oui, je vais Oui. jusqu'au bout après, ouais, des auteurs. C'est-à-dire que rapidement, j'ai lu Oscar Wilde. Ouais. Et le portrait de Dorian Ouais, Gray ouais. m'a bouleversé, donc je l'ai lu plusieurs fois. Et surtout, j'ai lu tout Oscar Wilde, parce que, mais pas de manière rapide. C'est de manière, j'ai bu chaque page et je la rebuvais après. Vous savez, quand on tombe émerveillé, il y a des mots, Ouais. une succession de mots qui sont posés là comme un miracle. On se rit d'abord, on les relit, on les grave dans le cœur. Et moi, ça m'a fasciné totalement. Ouais. Après, j'ai eu la même réaction avec Garcia Marquez, Gabriel Garcia Marquez, qui j'ai démarré par 100 ans de solitude, et puis évidemment L'amour au temps du choléra, et j'ai lu tout Gabriel Garcia Marquez, pareil, parce que je me disais qu'il existe sur cette terre des gens c'est comme des gens qui construisent des cathédrales, et on se demande toujours Mhm. comment on peut avoir des cathédrales si belles quand on rentre aujourd'hui dedans, et à quelques pas de là, des bombardements, la guerre et des atrocités dans la rue, quoi. C'est la dualité de l'être humain. C'est peut-être ce qui fait la beauté. En tout cas, c'est comme ça. Et ça m'a fait pareil en lisant Garcia Marquez. Comment des mots si sublimes, si beaux peuvent atterrir sur la page d'un livre. Et à côté de ça, tout autour de ce livre-là, il y a la guerre, quoi. Ils sont merveilleux, ces mots. Merveilleux. Il y a eu des auteurs comme ça. Alors après, ma sœur Gina lisait, et elle lit beaucoup. Et j'étais pas complexé, mais j'étais envieux. Je me disais quand mais comment elle lit comme ça? J'étais plus jeune. Et un jour, j'ai pioché 3 livres. Je voulais lire, donc j'ai pioché 3 livres dans la bibliothèque de papa. Et c'était Kafka, La Métamorphose, Ouais. Le Pantalon d'Alain Scoff et Woman de Bukowski. Ouais. Et alors, Sacrée trilogie. Ouais. ouais, trilogie, mais Kafka, je l'ai relu après parce que je n'avais rien compris. La gageure, le but, c'était arriver au bout du livre et juste lire les mots. Et puis après, Le Pantalon d'Alain Scoff, une histoire merveilleuse. D'un soldat qui ne sait ni lire ni écrire pendant la guerre de 14, et on lui fait signer n'importe quoi, évidemment il est condamné pour des faits qu'il n'a pas commis, et Woman de Bukowski, là j'ai regardé à droite à gauche derrière moi pour que personne ne me surprenne à lire ce livre il m'a pris la main, Bukowski, il m'a amené à l'âge adulte, homme. Après donc j'ai lu tout Bukowski, et Bukowski dans un livre nous dit, je rentre dans une bibliothèque et je pioche au hasard comme ça, et j'ai trouvé un diamant au milieu de la décharge. Et c'était John Fante. Alors j'ai lu Absolument. tout John Fante. Et Fante m'a amené aussi à son fils après, Dan Fante, qui est décédé il y a une poignée d'années, il y a 3 ans je crois, ou 2 ans, c'est récent. Et le seul défaut de cet homme-là, c'est de s'appeler Fante, parce qu'il a un style, une écriture, je le conseille à tout le monde, c'est flamboyant. Après... Est-ce qu'il y avait de la poésie parce que c'est tellement, votre écriture, elle est tellement pleine d'images et de pureté et de poésie. J'aimais bien les haïkus et la poésie de Brotigan. Ouais. Ouais, parce que c'est une poésie, encore une fois, qui ouvre à l'imaginaire totalement. Elle dicte rien. J'aime pas la poésie qui dicte les choses. Je n'aime pas la poésie enfin, je n'aime pas. Je suis moins attiré par la poésie de rime. Celle où on sait où on va atterrir, on sait que ça va finir avec telle note de musique. Ça me gêne. J'aime bien être surpris et c'est craché. J'aime bien la poésie crachée. Voilà. Ouais. Qui n'est pas travaillée, préméditée. Elle est crachée. Et c'est celle-là qui me touche vraiment. Je parlerai de Raymond Carver. Ah oui. La poésie de Carver me touche profondément. Il y a des poèmes de Carver. Bon, évidemment, les nouvelles de Carver, mais il y a des poèmes. Il y a un poème, alors, oui, je l'appelle un poème, ça s'appelle La cabine téléphonique. Je ne sais pas pourquoi je pense à celui-là, mais il m'a troublé. Donc, je vous conseille d'aller lire La cabine téléphonique. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses, ce poème-là. Victor Hugo me touche profondément, parce que, au-delà des derniers jours du condamné, la poésie de Victor Hugo était quelque chose de je pense qu'il l'a craché aussi, mais à son siècle, quoi, dans son siècle. Elle est immortelle, évidemment. L'homme qui rit, merveilleux. Mais je suis allé visiter sa maison, comme tous les touristes à Paris. Hein. Et quand je me suis retrouvé devant son petit bureau, celui où il écrivait debout,
j'avais les larmes aux yeux, quoi. J'imaginais cet homme écrire des poèmes immortels qui vont durer toute la vie, là, à l'instant T, debout, comme ça. Et pourquoi debout? Parce que c'est une allure, un allant. On est debout, il y a plus de... Et sans faire de comparaison, je peux le comprendre tellement. Parce que moi, j'écris souvent dans une voiture, quand il y a les arbres qui défilent, quand ça va vite. Et ça me donne une allure, un élan. Ouais. Quand on vous a photographié pour Reading One, vous aviez choisi un livre de Diastème. Oui, bien sûr. On vous a demandé pourquoi, vous avez dit mais c'est un putain de livre d'amour, quoi. Ouais. L'amour en littérature, c'est quand on lit un livre d'amour, ça, on brûle, on est touché. Est-ce que ça s'est croisé avec vos sentiments? C'est quoi le grand livre d'amour Je crois que c'est je crois qu'il n'y a que ça, et le reste on s'en fout, quoi. Pour moi, ouais. Les livres d'amour, l'écriture d'amour, je suis passionné par l'idée de l'amour terroriste. Celui qui est au coin d'une rue. On marche, on a une vie, on a sa vie, on pense à sa vie. Et puis on croise quelqu'un, un garçon ou une femme, et on est foudroyé. Et la vie, celle à laquelle on pensait 3 secondes avant et se déchire, et c'est un ciel nouveau qui s'ouvre. Je crois vraiment en ça, ça me plaît. J'aime bien la phrase que j'ai mis en exergue du livre de Joe Strummer. La prochaine seconde n'a jamais été vécue par personne. Et ce qui peut changer tout, c'est l'amour. Pourquoi on peut se jeter sous un train ou par la fenêtre? C'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Tant qu'il y a une petite flamme, si quelqu'un, quelque part, nous aime et qu'on le sait, on peut avoir envie de vivre encore. Tant qu'on aime quelqu'un, on peut avoir envie de vivre encore. Quand tout s'éteint, en tout cas quand on a l'impression que tout est éteint et que les rideaux se ferment, c'est plus vivable. Ouais, la vie n'est plus supportable, c'est sûr. Donc moi, la poésie amoureuse, les livres, je parlais donc de Diastème, ce livre merveilleux, 107 ans, qui m'a offert une chanson. J'ai une chanson qui s'appelle Je ne vivrai pas sans toi. Ouais. Et je l'ai écrite juste après avoir lu ce livre. Et Diastème est un être merveilleux. Et ce livre-là est pour moi un livre qui peut rester comme l'attrape-cœur de Salinger. C'est-à-dire qu'on le met dans la poche. Oh. Et quand on boit quelques lignes et quelques passages de ce livre, la vie peut changer. J'ai beaucoup offert ce livre. Je bois vos paroles. Alors peut-être mais on parlait d'amour. Alors quand même, j'ai envie de vous poser cette question. Cavale, ça veut dire s'échapper. Il y a une très belle histoire qui reste suspendue avec une jeune femme qui se réalise pas. Ouais. Et j'avais envie qu'on en parle un peu, que vous en parliez un petit peu. C'est très joli. Ouais, c'est une jeune fille donc à l'époque qui s'appelle Fabienne. Et j'arrive au lycée. Je suis tout nouveau au lycée et j'arrive du collège, donc on est impressionné. Et je m'assois à la table et devant moi, il y a un être qui me bouleverse totalement, dès le premier jour. Et elle se retourne, elle me sourit et j'ai la prétention de croire que c'est moi qui ouvre le premier, le sourire sur le visage de Fabienne. Et il peut y avoir autre chose après, j'étais fou amoureux, red dingue. Le problème c'est que je ne peux pas lui avouer, je n'arrive pas à lui avouer. Je rentre chez moi, le soir je pleure beaucoup, j'écoute beaucoup de musique. Et mon cœur bat très fort et je rassemble mon courage et je me dis demain, c'est le grand jour, tu lui dis que tu l'aimes. Et il n'y a jamais ce grand jour-là, parce que le matin on regarde ses pieds et on n'ose pas. Et on est tellement proches, nos souffles se rapprochent tellement qu'on devient amis. Et là c'est terrible, parce que quand on devient amis, on est complice. On est complice de quelque chose, mais on n'est pas dans l'amour fou de physique ou même. Je me suis tellement entraîné à dire je t'aime devant le poster de Joe Strummer pour pouvoir lui dire, pour que Joe m'adoube et m'approuve et me dise Bruno, c'est bon, là tu le tiens, c'est la bonne note, c'est comme ça qu'il faut le dire. Je me suis beaucoup entraîné et j'ai jamais réussi à lui dire. Et donc, c'est cette histoire-là aussi dans ce roman. Ce que je trouve merveilleux pour moi, c'est que ça n'est jamais abouti. Parce que plus tard, des années après, dans des moments de détresse absolue, amoureuse, parce que moi je fais pas semblant, hein. Quand c'est la détresse amoureuse, ça va très loin. Et l'inverse aussi. Hein, oui. Mais en tout cas, quand je me suis retrouvé dans une détresse absolue plusieurs années après, à différentes périodes, je pensais à cette flamme jamais éteinte, à cette bougie qui scintillait toujours, parce que
C'était un amour non consommé, non consumé. Et j'ai pu m'accrocher à ça jusqu'au bout, au bout. J'ai recroisé cette fille 25 ans après. Et alors, vous lui avez dit... J'étais en concert et à la fin, elle est venue me voir. Je ne savais pas qu'elle était là. C'est quelqu'un qui m'a dit, de la salle où je jouais, une dame qui te connaît depuis, depuis très longtemps. Et là, elle veut te voir. Et je lui dis, tu sais, il y a prescription. J'étais fou amoureux de toi. Et elle m'a dit, j'étais folle amoureuse de toi. Évidemment. Est-ce que Joe Strummer vous a entendu? Joe Strummer, je crois qu'il m'en veut pas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est bien. C'est beau. Ouais, mais c'est-à-dire que la mort de Joe Strummer est terrible. Quand il est mort, Joe Strummer, ça m'a fait je perdais quelqu'un de ma famille. C'est dingue. Ouais. Et quelque part après, je me suis dit, mais ce qui est pas mal, c'est que c'est juste l'enveloppe physique, parce que cet homme-là ne meurt. Il y a des gens qui ne meurent pas. Absolument. Et Joe Strummer ne meurt pas. Voilà, il en fait partie. Pour moi, c'est comme un Léo Ferré qui ne meurt pas. Et au-delà de ça, c'est comme il y a des gens de la vie, de l'histoire, qui sont là, quoi, toujours. Ouais. Et on est connecté à leur émotionnel aussi. Bien sûr, mais ils ont lancé si haut la pierre de leur édifice qu'elle est retombée dans le lac et qu'il y a encore des ronds autour de tout ça et pour l'éternité, quoi. Donc pour moi, c'est ce qui me touche. Ouais. Alors Bruno, merci pour ce moment d'éternité, parce que j'ai adoré parler avec vous Merci de musique, beaucoup. de lecture, de littérature et d'amour. Merci. Et je vous propose pour terminer notre podcast que vous nous lisiez un extrait. Ouais. Et si je peux me permettre, là, je disais tout à l'heure, les livres que j'ouvre et tout ça, et j'arrive au bout là dans le livre qui s'appelle La Supplication. Ah oui. Voilà. Et vous allez prononcer mieux que moi le nom de l'auteur, mais en tout cas, Fitch, oui. voilà. Et c'est bouleversant. C'est autour de Tchernobyl, des témoignages. C'est au-delà du bouleversant. C'est quelque chose d'inimaginable. Et voilà, je le conseille vraiment. Voilà, c'était un prix Nobel il y a quelques années là. Mais, oui, absolument. Mais c'est bouleversant. Eh ben merci pour ce cadeau et ce conseil. Et je propose qu'on vous écoute lire un extrait. La page de votre choix. Moi, j'avais anticipé, mais après tout ce qu'on s'est dit, si vous avez une autre envie. Non, moi, je vais choisir ce que vous avez choisi. Parce que je suis fier de chaque mot de mon livre, en fait. Je fais le malin. Et vous avez raison. Cavale, ça veut dire s'échapper. Je vais jusqu'où, alors? Eh ben, vous pouvez lire le chapitre. Je vais essayer. Alors, comment je vais faire comme ça? Vous voulez que je tienne le micro? Non, ça va. On parlait tout le temps de ça. Les conversations tournaient toujours autour du même sujet, les filles. On racontait à n'en plus finir de vérité ces choses qu'on aurait faites ou pas, mais personne n'avait vraiment encore rien fait. En tout cas, c'était clair. Personne de la bande n'avait couché. Fernand nous avait rapporté cette histoire de ce môme de 11 ans qu'il avait fait avec sa professeure. Ça nous avait tués. On avait 15 ans quand même, et rien, toujours rien qui venait. D'accord, nous étions des petits bras. Sur l'échelle de l'éternité, on n'en était encore qu'au début, mais quand même. Les filles disaient que j'avais une peau de bébé, la peau de l'ange. Enfin, celle qui avait touché. Il y avait cette fille, Muriel, qui avait même dit que le bout de mes doigts était tellement lisse que j'avais pas dû emporter des briques dans ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire des briques à porter, et qu'est-ce qu'elle en savait de ma douleur? Ma peau de bébé, j'en avais fait de l'art. Sur le bout de mes doigts. Quand je glissais ma main dans le dos d'une fille, ou si je passais mes doigts sur son poignet, ça provoquait de l'irrésistible. Tout de suite. Fallait pas appuyer trop fort, non. Juste poser le doigt comme un aéroglisseur sur la ligne de l'eau. Un coussin d'air. Ça manquait pas. La fille avait les petits picots du frisson, et moi aussi d'ailleurs. C'était sûr comme un volcan. Quand je chauffais ma main dans le dos, sous le pull et sous le t-shirt, ça réveillait. Quelques zigzags comme ça du bout des doigts, de feu. Je remontais, redescendais, et quand mes doigts passaient tout en bas, je m'attardais, pour montrer que je resterais bien un peu plus. Et puis je remontais encore pour finir le boulot, le coup de grâce, faire languir un peu, et achever la môme par une dernière et véritable descente dans la poudreuse. Grand soleil, neige fraîche. J'allumais les premières traces du jour. Après ça, je pouvais m'aventurer à souffler dans le cou. C'était qui tout double. Souvent la fille se redressait,
se rajustait, remettait son chemisier en place en tirant dessus, et elle jetait ce regard de fille terrible qui vous chasse hors de la propriété. Et parfois elle disait même « Arrête là !» Comme ça, tout net. Et il valait mieux trouver le mot juste, la bêtise éternelle pour la faire sourire un peu, parce que si on disait rien, c'est là qu'on pouvait vraiment passer pour un nul, un planteux. Si on disait rien et que la fille se levait et s'en allait, alors là oui, on en serait vraiment, et ça irait vite après. Les autres pourraient se foutre de votre gueule jusqu'au soir. Alec, c'était le meilleur, sûr. Quand on le voyait partir avec une fille, on pouvait se dire que ça y était. Son obsession, quand on se retrouvait, était de nous faire sentir ses doigts. Ça sentait la fille, vraiment. Une odeur de fille, comme du savon au poivre. Merci, Kelly. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.